Bienvenue à Capitale du Monde, la joie d'apprendre. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons explorer les capitales incroyables de 7 pays du bassin Caraïbe, Trinité et Tobago, Antigua et Barbuda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Grenade, Dominique, Saint-Kitts et Nevis. Ces capitales sont l'épitome des vacances et de la détente, des plages aux eaux turquoises, des fruits de mer et une pina colada. Une musique joyeuse, toute l'ambiance. Mais qu'en est-il des véritables histoires de ces capitales? Qu'en est-il de ces villes incroyables? Les cœurs réels où les gens vivent, travaillent, créent. Ces capitales regorgent d'activités et d'histoires. Ce ne sont pas seulement de jolis bâtiments à l'architecture ancienne et au mode de vie décontracté, mais des siècles d'histoire. Des couches de cultures différentes mélangées. Différentes formes d'art. Une musique qui vous fait bouger. Des festivals qui explosent d'énergie. Et la cuisine, oh mon Dieu, la cuisine. La cuisine, c'est l'histoire dans l'assiette. Elle vous raconte qui était là et ce qu'ils ont créé pour survivre, prospérer et célébrer. Alors, partons ensemble pour ce petit voyage virtuel. Nous allons explorer 7 capitales. Port d'Espagne, St. John's, Castries, Kingstown, St. George's, Roseau, Basse-Terre. C'est beaucoup, je sais, mais ça en vaut la peine. Un cours intensif de culture, d'histoire, d'art, de délices. Commençons cette aventure. Notre première destination est Port d'Espagne, à Trinité et Tobago. L'histoire de cette capitale caribéenne est incroyablement riche. Pour commencer, Port d'Espagne n'a pas toujours été la capitale. Une autre ville a brûlé, alors les Espagnols ont déplacé la capitale ici dans les années 1700. Mais ensuite, les Britanniques sont arrivés. Des planteurs français. Leurs esclaves. Plus tard, des travailleurs sous contrat d'Inde sont également venus. Et de Chine aussi. On a donc ce mélange fou d'influences. Toutes au même endroit. C'est comme un creuset historique. On peut littéralement voir cette histoire dans l'architecture. Les 7 magnifiques. Des gratte-ciel modernes. Ce choc visuel, mais d'une manière plutôt cool. Une ville en constante évolution mais qui se souvient de son passé. C'est un musée vivant de l'héritage espagnol, britannique, français, africain et indien. Tout cela en discussion à chaque coin de rue. Je trouve ça tellement génial. On mentionne Port-au-Spain. Et l'on pense carnaval. Ce n'est pas seulement une fête, c'est l'âme de la ville. Des costumes incroyables et grandioses, de la musique non-stop pendant des jours, une énergie qui vous envahit complètement, une explosion de créativité et de liberté enracinée dans l'émancipation et la rébellion. L'expression ultime de la culture trinidadienne naît dans ces rues. Plus qu'un festival, un phénomène culturel qui définit la nation. Berceau de musiques emblématiques, le calypso, la soca, le steel pan. Une seule ville, tant d'innovations musicales. L'air lui-même vibre de rythme. Toute la ville ressemble à une playlist de sa propre histoire. Bon, parlons bouffe, parce que rien que d'y penser, j'ai faim. La première chose à connaître à Port d'Espagne, ce sont les doubles. C'est, genre, la cuisine de rue par excellence. Imaginez 2 morceaux de pain plat moelleux et frits. Ils appellent ça du bara. Et entre les deux, il y a cette délicieuse garniture de pois chiches au curry, qu'ils appellent chana. Ensuite, vous pouvez ajouter toutes sortes de sauces, comme le tamarin, du chutney de mangue et de la sauce pimentée. C'est salissant, c'est pas cher, et c'est censé être la chose la plus délicieuse sur Terre. C'est un exemple parfait de cette influence indienne dont nous parlions, transformée en quelque chose d'unique à Trinité. Ensuite, il y a le rôti, un autre incontournable. Le dal pourri, un pain plat doux et fin, avec des pois cassés moulus à l'intérieur. Vous pouvez le déguster enroulé autour d'un curry savoureux comme le poulet, ou du bœuf, ou de la chèvre. C'est un peu comme un burrito des Caraïbes, où vous pouvez prendre du paratha rôti, qui est plus feuilleté et beurré, et vous en arracher des morceaux pour les tremper dans le curry. C'est un de ces repas tellement réconfortants et nourrissants. C'est une expérience complète,
Pas juste une petite bouchée rapide, et ça parle vraiment à l'âme de la culture culinaire de l'île. Et si vous allez à Maracas Bay, cette célèbre plage près de la ville, vous devez absolument goûter le Bake and Shark. Je sais, le nom est un peu intense, mais écoutez bien. C'est un morceau de viande de requin assaisonné et frite, ou parfois d'un autre poisson maintenant, farci dans un morceau de pain frit appelé bake. Le meilleur, c'est le bar à garniture. Vous pouvez le remplir avec genre 1 million de choses différentes. De la laitue, de la tomate, de l'ananas, et toutes ces sauces comme la sauce à l'ail, la sauce à la coriandre, et bien sûr, la sauce pimentée. C'est toute une expérience de sandwich personnalisable, directement sur la plage. Quoi de mieux que ça? La scène artistique ici est aussi super vibrante. Il n'y a pas que la musique. Il y a des galeries partout dans la ville qui présentent des peintures traditionnelles, de l'art de galerie super moderne et des choses expérimentales. L'art est tout aussi diversifié que les gens, reflétant toutes ces différentes influences culturelles dont nous avons parlé. C'est une autre façon pour la ville de raconter son histoire. Alors vous avez ce mélange incroyable de sons, de vues et de saveurs qui fait de Port d'Espagne ce qu'elle est. C'est une ville qui engage pleinement tous vos sens, ce qui est tout simplement tout. Mais maintenant, quittons ce centre rythmé et mettons le cap sur un lieu au passé naval légendaire. D'accord. Prochain arrêt, St. John's à Antigua et Barbuda. Si Port d'Espagne était tout en rythme, St. John's est, disons, tout en mer. Toute son identité est liée à son port. Historiquement, cet endroit était d'une importance capitale pour la Royal Navy britannique. Ils avaient toute une base à un endroit appelé English Harbour, qui est juste au sud de la ville. C'était l'endroit idéal pour cacher leurs navires des ouragans et pour surveiller, vous savez, leurs rivaux, les Français. Cette histoire navale est partout, et elle a complètement façonné la ville et l'île. On le sent vraiment quand on se promène. La ville est agencée en damier, ce qui, je suppose, était très pratique pour un port colonial. Et vous verrez ces vieux forts et canons qui parsèment encore le littoral, ce qui est assez incroyable. C'est comme un rappel constant que ce bel endroit ensoleillé était autrefois un site militaire super stratégique. La partie la plus célèbre est Nelson's Dockyard, qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le seul chantier naval de l'époque géorgienne encore en existence, et il a été restauré pour que l'on puisse voir exactement à quoi il ressemblait à l'époque. C'est comme un retour dans le temps, mais avec un meilleur café disponible à proximité, ce qui est un avantage. La culture ici est évidemment super liée à l'eau. La voile n'est pas seulement un passe-temps, c'est genre un mode de vie. Ils ont cet événement énorme appelé Antigua Sailing Week qui attire des gens du monde entier. Mais au-delà des grands yachts, il y a une profonde tradition de construction navale locale et de pêche qui a fait vivre des communautés pendant des générations. C'est un mélange intéressant entre genre la culture de la voile internationale chic et un héritage maritime local vraiment authentique. Cela montre comment la relation de l'île avec la mer a évolué mais est toujours restée centrale. La scène artistique à St. John's est vraiment intéressante. Elle reflète la beauté naturelle de l'île. Et son histoire. Gros plan sur des poteries colorées. Des poteries réalisées avec des techniques traditionnelles. Gros plan sur le tissage. De l'art textile, avec des couleurs super vives. Des couleurs inspirées par les fleurs tropicales et la mer turquoise. L'art semble organique, il naît de l'île. Sans prétention. Juste le reflet du lieu. Le carnaval d'Antigua est énorme. Il a lieu en été pour célébrer l'émancipation, des défilés de rue massifs, des compétitions de soca, des compétitions de calypso, des costumes et des masques incroyables. La semaine de la voile, une ambiance internationale très différente, très sportive. Des yachts en course, des marins qui célèbrent. Maintenant, la nourriture. Le fungi, épelé F-U-N-G-I-E, le plat à base de semoule de maïs et de gombo. Le ragoût de pepper pot. Le pepper pot avec des viandes et des légumes. Gros plan, épinards, gros plan, courges. Un aliment de base traditionnel et réconfortant depuis des siècles. Étant une île,
Des fruits de mer partout. La conque, le gros escargot de mer. Des beignets de conque en friture. De la chaudrée de conque servie à la louche dans un bol. De la conque craquée servie dans une assiette. De toutes les manières imaginables, elle est préparée. Fraîche. Savoureuse. Un aliment de base de l'alimentation locale. Bon, on quitte Antigua et, comment dire, je suis déjà émotionnellement attachée, mais il faut qu'on avance. Prochaine étape, Castries à Sainte-Lucie. Et honnêtement, le nom lui-même sonne juste. Joli? Ça fait penser à un château chic ou quelque chose comme ça. La ville est nichée dans un port naturel super profond, ce qui, historiquement, était un atout majeur. Les Français l'ont fondée, puis les Britanniques la voulaient, et ils ont en gros joué à la patate chaude avec l'île pendant, genre, plus de 100 ans. Elle a changé de main 14 fois. Vous imaginez le drame? Ce va-et-vient constant a créé une histoire riche et stratifiée que l'on ressent quand on est là-bas. Cette lutte acharnée franco-britannique, c'est toute l'ambiance de Castries. On le voit partout. Les noms de rues sont français, mais les gens conduisent à gauche, très britannique. C'est un vrai casse-tête. Et puis il y a le profond héritage africain, le cœur et l'âme de l'endroit. C'est dans la façon dont les gens parlent, la musique qui s'échappe des boutiques, toute l'énergie de la ville. C'est magnifique, chaotique et parfaitement harmonieux. Se promener dans Castries, c'est comme effeuiller les couches du temps. Le marché de Castries en est le parfait exemple. Il est là depuis les années 1890, une explosion pour les sens. On peut y trouver littéralement de tout, des épices fraîches qui sentent si bon qu'on voudrait mettre l'air en bouteille, des poteries artisanales, des paniers tressés. On peut y flâner des heures et se sentir totalement immergé. L'âme de Sainte-Lucie, c'est sa vibrante culture créole, qui culmine avec la célébration de la Jounenkweyol à travers toute l'île. Pendant ce festival, les habitants s'habillent en tenues traditionnelles, et les rues s'animent de musique et de danse. Cet héritage est également visible dans la poterie artisanale et les paniers tressés. La musique mêle tradition folklorique, soca et reggae, créant un rythme qui définit la vie sur l'île. La nourriture est essentielle, avec le plat national de figues vertes et de poissons salés, et des ragoûts copieux comme le bouillon. Alors, il faut qu'on parle de la nourriture, parce que j'ai faim rien qu'en y pensant. Le plat national est composé de figues vertes et de poissons salés. Et avant que vous ne vous disiez « Burk, des figues vertes ?» Ce ne sont pas vraiment des figues. Ce sont des bananes vertes pas mûres. Incroyables. On les fait bouillir, et leur texture ressemble un peu à celle de la pomme de terre. Et on les sert avec de la morue salée, sautée, avec des poivrons, des oignons et des herbes. Ça peut paraître un peu étrange, mais croyez-moi, c'est une combinaison parfaite de salé, de savoureux et d'amidonné. C'est le plat réconfortant par excellence. C'est le genre de repas qui vous donne l'impression d'être câliné de l'intérieur. Et puis, il y a le bouillon, qui est un ragoût copieux, préparé dans une seule marmite. C'est l'un de ces plats où chaque famille a sa propre recette secrète. On peut y mettre n'importe quoi. Des queues de cochon, du poulet, du bœuf, des ignames, du dachine, des plantains, des boulettes. Littéralement tout ce qui est frais et disponible. Tout mijote ensemble pendant des heures, jusqu'à obtenir une soupe épaisse, délicieuse et réconfortante. C'est la définition d'un plat communautaire. Vous mangez ça, et vous vous sentez connecté à l'endroit. Les saveurs sont si profondes et complexes. C'est une expérience complète dans un bol. D'accord, respirez profondément. Nous partons pour Kingstown, la capitale de Saint-Vincent et les Grenadines. Cet endroit a une énergie totalement différente. Elle est connue comme la Cité des Arches, ce qui sonne très grandiose et mystérieux, et c'est un peu le cas. Quand vous y arrivez, vous comprenez pourquoi. Des bâtiments en pierre de l'époque coloniale, avec de magnifiques et spectaculaires arches. Un style colonial britannique, adapté aux Caraïbes, couleurs tropicales, palmiers, vérandas. Le résultat est unique, presque gothique,
juste au bord de la mer. Mais l'histoire ici est plus profonde que l'architecture coloniale. C'est la terre du peuple Garifuna. Ce sont les descendants d'esclaves africains naufragés, de Caribes, d'Arawaks. Ils ont formé une nouvelle communauté indépendante et ont résisté à la colonisation européenne. Les Britanniques l'appelaient le pays des Caraïbes noirs. Beaucoup furent exilés, mais leur héritage façonne l'identité de l'île. Marcher dans Kingstown, c'est marcher à travers l'histoire. Des rues pavées, des caniveaux en pierre, la cathédrale Saint-Georges, l'église méthodiste toute proche. Ces bâtiments ancrent la ligne d'horizon. L'histoire côtoyant le présent. Les arches créent des passages couverts, des passages remplis de vendeurs, des fruits frais, des chargeurs de téléphone. Un marché vivant intégré à une architecture historique. La culture de Saint-Vincent est mise en valeur par le Vinci Mas, son intense carnaval d'été. Connu comme le carnaval le plus chaud des Caraïbes, il présente d'immenses groupes costumés et colorés qui défilent dans Kingstown au son de la musique soca. Le plat national est le fruit tapin rôti avec du chinchard frit. La cuisson au four donne au fruit tapin une saveur fumée et une texture moelleuse, se mariant bien avec le poisson assaisonné. Cet aliment de base polyvalent est également bouilli, frit et utilisé dans les soupes. Un autre plat courant est le rôti, un pain plat enroulé autour d'un curry, qui témoigne de l'influence étindienne de l'île. À la Grenade, la capitale, St. George's, est bâtie autour d'un cratère volcanique transformé en port en forme de fer à cheval, appelé le carénage. Des maisons colorées aux toits de tuiles rouges dévalent les collines jusqu'à la mer. Connue comme l'île aux épices, la Grenade est un important producteur de muscade, de massis et de clous de girofle. Le tunnel Sendal, datant des années 1890, relie les deux côtés de la ville. Surplombant le port, Fort George témoigne du passé tumultueux de l'île, notamment de sa révolution des années 1980. D'accord, si vous êtes l'île aux épices, votre carnaval doit avoir pour thème les épices, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Le carnaval de la Grenade s'appelle Spice Mass, et c'est un spectacle. L'une des parties les plus uniques est le matin de Jouvert, qui lance le tout. Les gens se couvrent d'huile noire, de graisse, de peinture, pour représenter les diables, les jab-jab. C'est sauvage, primal, et enraciné dans l'émancipation et la rébellion. Ils défilent dans les rues avant l'aube jusqu'au lever du soleil. C'est désordonné, intense, inoubliable. L'art ici est souvent inspiré par les épices. Des bijoux en coquilles de muscade, des paniers d'épices, des sculptures sur bois. L'art est tactile et parfumé. Vous pouvez le sentir et le toucher. Une expérience sensorielle complète. Les artistes transforment les ressources de l'île en objets qui racontent une histoire. Et maintenant, pour la nourriture. Le plat national de la Grenade, l'oil down. Un ragoût riche, préparé dans une seule marmite, le cœur et l'âme de la cuisine grenadienne. Fait avec de la viande salée, du poulet ou du poisson, du fruit à pain, des boulettes, du curcuma, appelé safran, le tout mijoté dans du lait de coco frais jusqu'à ce que le lait soit absorbé, laissant une huile savoureuse. C'est pourquoi on l'appelle oil down. La cuisine grenadienne est pleine d'épices. La muscade est partout. Râpée sur le punch au rhum, dans les gâteaux, dans les glaces et dans les plats salés. Chaude, aromatique, unique à la Grenade. Au marché aux épices de St. George's, muscade fraîche, cannelle, clous de girofle. Les gens repartent avec des sacs d'épices. La nourriture reflète l'île, riche, chaleureuse, pleine de caractère. Et d'une île riche en nature, nous nous dirigeons vers une autre, l'île nature. Bon. Alors, respirez un grand coup. Nous nous dirigeons maintenant vers la Dominique. Plus précisément, sa capitale, Roseau. Cet endroit est très différent. L'ambiance n'est pas celle des complexes hôteliers ultra polis. Ce ne sont pas que des forts coloniaux, même s'il y en a, évidemment. C'est une connexion profonde et intense avec la nature. On appelle la Dominique l'île nature des Caraïbes. Roseau est la porte d'entrée vers toute cette verdure,
cette luxuriance volcanique. L'histoire ici est super dense. Avant les Européens, c'était la terre des Kalinagos. On ressent encore cette présence indigène, vraiment puissante, c'est vivant. Puis sont arrivés les Français et les Britanniques. Ils se sont battus pour l'île pendant genre une éternité. Ils se sont échangés la Dominique tellement de fois, littéralement. Cette lutte a façonné Roseau. On le voit dans les noms de rues, français et anglais. On le voit dans l'architecture, les styles coloniaux français, et dans les solides maisons de ville britanniques. Roseau donne l'impression d'avoir traversé beaucoup d'épreuves, mais d'avoir gardé son âme. Elle n'essaie pas d'être une ville de villégiature impeccable. C'est juste Roseau. Cette âme est profondément créole. La culture fusionne l'héritage Kalinago, les traditions africaines apportées par les personnes réduites en esclavage, et les influences européennes. Cette fusion se manifeste dans la langue, la musique, la façon dont les gens interagissent. La culture est résiliente et fière. La culture de Roseau est profondément liée à sa musique et à ses festivals. La musique folk traditionnelle, comme le jingping, offre un son unique grâce aux accordéons et aux boom boom pipes. Bien que la Dominique ait son propre carnaval traditionnel, la ville est internationalement connue pour le World Creole Music Festival, un événement majeur de 3 nuits célébrant la musique et la culture créole du monde entier. La cuisine utilise des ingrédients frais et locaux, provenant de cette terre fertile. Parmi les plats emblématiques, on trouve de copieux ragoûts et la soupe kalalou, une soupe verte riche à base de feuilles de kalalou et de lait de coco. Un plat historique, le poulet de montagne, est une sorte de grenouille géante, désormais protégée pour sa conservation. Bon, dernier arrêt de notre petite visite des capitales, nous sommes arrivés à Basse-Terre, la capitale de Saint-Christophe et Niévès. Et genre, l'ambiance change immédiatement. Basse-Terre est imprégnée de cette histoire coloniale très spécifique, liée à une seule chose, le sucre. Pendant des siècles, cette île était, pour ainsi dire, l'usine à sucre de l'Empire britannique. Cet héritage est littéralement partout. La ville est l'une des plus anciennes des Caraïbes orientales, fondée par les Français. Basse-Terre signifie « terre basse ». Puis les Britanniques ont pris le contrôle et c'est devenu un centre majeur du commerce du sucre. Cette histoire a un côté vraiment sombre avec toute l'affaire de l'esclavage, qu'on ne peut ignorer. Mais cela a aussi créé la ville que vous voyez aujourd'hui. On peut se promener et voir de grands bâtiments anciens, des entrepôts en pierre qui faisaient autrefois partie de l'exploitation sucrière. L'aménagement de la ville, l'architecture, tout raconte l'histoire d'une immense richesse bâtie sur une industrie brutale. C'est beaucoup à assimiler, mais important pour comprendre cet endroit. C'est une ville qui porte son histoire compliquée à fleur de peau. Et en parlant de ville qui porte son histoire, le circus. Pas les clowns et les éléphants. C'est un rond-point conçu comme un petit Piccadilly Circus. Genre, à quel point c'est too much. Au milieu, la grande horloge verte du mémorial de Berkeley. C'est emblématique. Très, bonjour, nous étions une colonie britannique. C'est le point central. Les rues en partent. L'histoire de Basse-Terre est visible dans son architecture. La ville est réputée pour ses bâtiments géorgiens préservés, dont beaucoup présentent un rez-de-chaussée en pierre volcanique et un étage en bois, conçu pour résister aux ouragans. Cette volonté de préservation fait de la ville un véritable musée vivant. Culturellement, l'île Sœur de Niévès accueille chaque été le Culturama. Ce festival célèbre l'émancipation et la culture folklorique locale avec des concours de calypso et des défilés de rue, attirant des visiteurs de tout le pays. La cuisine locale est riche en fruits de mer frais, notamment le lambi. Le plat national est le goat water, un ragoût savoureux et consistant à base de viande de chèvre, de fruits à pain et d'igname, un incontournable de toute réunion de famille. Notre tour de cette capitale caribéenne révèle une région définie par ses histoires superposées et ses cultures vivantes et dynamiques. Des rythmes soca de port d'Espagne aux échos coloniaux de Basse-Terre,
Chaque ville a un rythme unique. Leurs plats emblématiques et leurs festivals racontent des histoires d'influence indigènes, africaines et européennes. Ces villes ne sont pas seulement des destinations, ce sont des centres complexes et dynamiques de patrimoine. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. À la prochaine fois dans Capitale du Monde, le plaisir d'apprendre.